Il était une fois l'Europe, la chronique de l'Europe direct Strasbourg qui vous replonge dans les grandes heures de la construction européenne. Avec l'historien Sylvain Schirman, professeur émérite à l'Université de Strasbourg. 25 mars 1957, l'acte fondateur de l'Europe, le traité de Rome, est ratifié par l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Olivier Singer, Sylvain Schirman. Aujourd'hui, cap sur Rome le 25 mars 1957. Il pleut sur la ville éternelle, les cloches sonnent l'Annonciation et au Capitole, dans la salle des Horaces et des Curias, les représentants des 6 États d'Europe s'apprêtent à signer des traités qui vont changer le cours de l'histoire. Sylvain Schirman, 1 an après Messine, comment passe-t-on donc du rapport SPAC à la signature des traités de Rome ? Eh bien, au sein du comité SPAC, il faut régler un certain nombre de litiges au cours des négociations, litiges entre les États libéraux, comme l'Allemagne ou les États du Benelux, et les États plus protectionnistes, comme la France et l'Italie. Ensuite, il faut s'interroger sur le fait de savoir si on lie les 2 traités en discussion, c'est-à-dire le traité sur l'Euratom et le traité sur le marché commun, ou si on les sépare. Ensuite, il faut s'interroger sur la nature de cette communauté, à savoir, est-ce qu'elle sera intergouvernementale et donc on donne un droit de veto aux États, ou est-ce qu'elle sera supranationale ? Et enfin, il faut régler la question de savoir ce qu'on fait du Royaume-Uni, qui est associé aux travaux du comité SPAC et qui ne souhaite absolument pas du projet de marché commun, mais plutôt d'une zone de libre-échange. Et donc, c'est un compromis franco-allemand qui permet de sortir de la négociation de Val-Duchesse pour arriver aux 2 traités de Rome, celui sur l'Euratom et celui sur le marché commun. Alors, revenons sur ces rôles, Sylvain Schirman. Quel rôle joue l'Allemagne dans cette dynamique et quelle place tient cette fameuse question britannique ? Si on commence par parler de l'Allemagne, c'est son ministre de l'économie Ludwig Erhard qui souhaitait une grande libéralisation des échanges au sein du marché commun et un tarif extérieur faible qui aurait favorisé son économie dynamique et accentué encore le miracle de son redressement. Et donc elle souhaitait que les États ne soient pas dotés d'un droit de veto, que l'on instaure un Parlement. Elle se positionnait aussi comme chef de file des pays libéraux, États du Benelux qui l'ont rejoint sur cette ligne, et appuyait une participation britannique à ce marché commun. Et ce d'autant plus que Londres rêvait davantage d'une zone de libre-échange, comme elle l'avait proposé à ses partenaires, et non d'une union douanière. Si le projet britannique aboutissait, le Royaume-Uni fracturait la communauté à 6 et empêchait l'intégration économique. Toutes ces visions se heurtaient à la France et à l'Italie, attachées à des formes de protectionnisme. Pensant que, vu ces divergences, on n'arriverait pas à se mettre d'accord, Londres quitta le comité SPAC, persuadé qu'il n'y aurait qu'à attendre l'échec des discussions pour imposer la zone de libre-échange. Or, un compromis se fit autour de la France et de l'Allemagne, car pour Adenauer, à la différence de Erhard, la présence de la France était indispensable dans une communauté pour assurer un avenir à l'Allemagne au sein de l'Europe et pouvoir lui permettre de jouer un rôle majeur. C'est autour de ces 2 pays que le compromis se fit alors. Et le 25 mars 1957, les 6 signent enfin les traités de Rome. Mais en quoi ces traités sont-ils véritablement révolutionnaires ? Je ne sais pas s'il faut parler de traité révolutionnaire, car pour moi, il se situe dans la continuité de la première communauté. Simplement, il donne naissance aux institutions européennes telles qu'on les connaît actuellement. Simplement, il consacre la méthode fonctionnaliste comme méthode de construction européenne. Il s'appuie sur de l'intégration sectorielle et de l'intégration générale. Ils ouvrent des perspectives à des modifications institutionnelles progressives, puisque le traité est illimité, et il ne ferme pas la porte à l'élargissement des communautés. Il réaffirme également ces traités, le rôle et la place des États dans cette construction. Et donc, il fixe à la fin un terme, le passage au vote à la majorité qualifiée au terme de 8 années, et la réalisation de l'union douanière au bout de 12 années. On aurait donc ainsi, en 1970, une union douanière de nature supranationale. Mais pour rendre ce projet durable, il fallait un autre élément, la confiance entre la France et l'Allemagne. Cette confiance, ce sont Charles de Gaulle et Konrad Adenauer qui vont l'incarner en scellant une réconciliation historique qui donnera naissance quelques années plus tard au traité de l'Élysée. Et c'est ce chapitre que nous ouvrirons dans notre prochaine chronique.
Il était une fois à l'Europe, une chronique de l'Europe Direct Strasbourg réalisée par Olivier Singer. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à laisser un commentaire ou une étoile si ce podcast vous a plu.